Faire société sur RCN, l'émission qui bouscule les idées reçues et donne la parole à celles et ceux qui font bouger les lignes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Faire société, l'émission qui traite de sujets sous-représentés par les médias. Faire société est animée par moi-même, Ambre, et ma camarade Nora. Salut. Notre émission a pour but de décrypter les informations qui font débat au sein de l'opinion publique et dans les médias, ou de mettre en avant des sujets et des personnes qui sont invisibilisées dans la société. Des contrats d'armement entre la France et Israël jusqu'aux menaces de l'extrême droite dans un contexte de municipal en passant par l'art du drag, notre émission tente de traiter ces sujets de manière la plus complète possible. À noter que notre émission est retrouvable sur notre chaîne YouTube Faire Société. Aujourd'hui, nous allons parler de santé mentale, un sujet de plus en plus en difficulté à étudier. Mais la santé mentale reste un sujet lié au silence. Encore aujourd'hui, d'après l'Organisation mondiale de la santé, 70% des Français considèrent la santé mentale comme un sujet tabou, dont on ne doit pas parler. Aujourd'hui, nous allons en discuter, revenir sur les prémices de la psychiatrie, sur le traitement et les souffrances des minorités, et ce, dans une société capitaliste occidentale qui cause ce que l'on peut appeler le mal du siècle et responsabilise les personnes souffrantes. Nous allons parler de ce sujet en mobilisant des données historiques et sociologiques. En seconde partie d'émission, nous aurons le plaisir de recevoir Léonie Braun, diplômée en sociologie spécialisée sur les questions de la santé mentale. Dans un premier temps, nous sommes allés à votre rencontre pour recueillir votre avis sur la santé mentale. Est-ce que c'est un sujet auquel vous êtes sensible ? Qu'est-ce qui, dans notre société, cause, selon vous, les problèmes de santé mentale ? On vous écoute. Je pense à l'éducation des parents, surtout et l'entourage, et les traumas. Les traumas dans la vie, les situations difficiles, plutôt les difficultés. C'est ça qui cause les problèmes de santé mentale, en fait, ouais, pour moi, à mon avis. Qu'est-ce qui cause les problèmes de santé mentale? À la fois, oui, l'incertitude, le climat d'incertitude, l'incapacité à se projeter dans l'avenir, en tout cas un avenir serein. Je pense que c'est quand même vachement la société qui crée ça, que ce soit en termes d'inégalité, que ce soit en termes de discrimination, que ce soit de pauvreté, de précarité. Revenons au début de la psychiatrie, entre enfermement et expérimentation. On peut dire que la psychiatrie émerge vraiment à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Évidemment, ces premières pratiques sont loin d'être douces. Plusieurs figures participent à la création des premiers asiles modernes. On peut noter des figures comme Philippe Pinel, Étienne Dominique Esquirol. Mais ces lieux, s'ils tendent à remplacer les prisons, les hospices, deviennent aussi de véritables espaces d'observation ou d'expérimentation. D'ailleurs, il est important de se souvenir que l'homosexualité, par exemple, a été pathologisée pour protéger les individus de la criminalisation. Pour en revenir à ces lieux, les patients qui y sont souvent enfermés sans leur consentement vont servir à classifier les maladies mentales ou encore à tester des méthodes de traitement. Parlons du fameux traitement moral défendu par Pinel ou William Tuck, qui consiste à discipliner les patients, imposer des routines ou encore contrôler les comportements. Et ce, toujours dans une optique de rééducation de l'esprit. Mais la réalité, c'est que ces pratiques vont mener à de l'isolement et à une hypersurveillance, ou encore des punitions déguisées en thérapie. Avant l'apparition des médicaments, la psychiatrie utilisait un bon nombre de méthodes, comme par exemple des bains froids ou glacés, des contentions physiques comme la camisole, et d'autres pratiques. Certains médecins, comme Émile Kraepelin à la fin du XIXe siècle, vont chercher à systématiser la classification des troubles mentaux. Mais il est évident que les catégories sont floues et qu'elles vont ainsi mélanger comportements sociaux, moraux ou médicaux. Par exemple, être déviant ou rebelle peut être pathologisé. Et dans ce cas, l'expérimentation ne comprend pas seulement les traitements, mais aussi la définition même de ce qu'est la folie. Parlons maintenant du traitement de l'hystérie et des violences sexistes dans la médecine psychiatrique. Ce qu'il faut avant tout savoir, c'est que l'hystérie n'est pas une maladie, mais qu'elle a été définie comme maladie. Au 5e siècle avant Jésus-Christ par Hippocrate, qui va dire que l'hystérie est une maladie de l'utérus. Plus tard, des traitements violents portés par certains docteurs, comme par exemple Ambroise Paré, où d'ailleurs on peut voir son nom sur plusieurs rues, sur plusieurs cliniques, qui ont proposé de mettre des sangsues sur le col de l'utérus des femmes, de les mettre en cage ou de les violenter. Au 19e siècle, on va même retrouver la compression des ovaires des femmes, ou encore l'excision pour lutter contre l'hystérie chez les toutes petites filles, ou encore l'hystérectomie, c'est-à-dire retirer l'utérus. Même si l'hystérie n'est plus censée pouvoir être posée comme diagnostic depuis environ 40 ans, on retrouve pourtant encore ce diagnostic dans plusieurs institutions, notamment les hôpitaux ou encore les commissariats. L'hystérie est même utilisée par un bon nombre d'hommes pour justifier les violences qu'ils ont exercées sur leurs femmes, sur leur mère ou sur leur ex. Le fait de dire qu'elles étaient hystériques pour justifier les violences n'est pas nouveau. L'hystérie est finalement depuis le début un outil de contrôle du corps des femmes. Dans le contexte colonial du 19 et 20e siècle, la psychiatrie va être utilisée comme un outil pour justifier la domination.
Certains médecins, comme Antoine Porot à l'école d'Alger, vont développer des théories qui reposent sur le fait que les populations colonisées seraient inférieures ou encore irrationnelles. Ainsi, des comportements de résistance ou de révolte vont être pathologisés. C'est d'ailleurs sans rappeler la drapétomanie, une maladie qui avait été inventée pour justifier la fuite des esclaves. Les colonisés vont systématiquement être décrits comme des personnes mentalement immatures, ce qui va légitimer un contrôle colonial et psychiatrique et qui va servir pour appuyer des politiques de répression des personnes colonisées. Les hôpitaux psychiatriques dans les zones colonisées vont alors devenir des lieux d'enfermement, avec une très grande violence où les patients sont privés de leurs droits les plus fondamentaux. Parlons de Frantz Fanon, qui fait partie des figures qui vont dénoncer une psychiatrie qui se met au service du colonialisme. Fanon est un psychiatre né en Martinique. Il va notamment écrire sur la manière dont sont traités les malades nord-africains dans les services français de psychiatrie en métropole. Entre des patients qui surjoueraient leurs symptômes et qui ne sauraient pas répondre aux questions et qui agacent les médecins, Fanon postule à l'hôpital de Blida en tant que médecin-chef. Il obtient ce poste et arrive vers la fin 1953. Il va alors comprendre que tous les symptômes sont en fait imprégnés par le système colonial, que la culture raciste imprègne tout, y compris la culture psychiatrique. La psychiatrie a donc été mise au service de la justification d'une logique coloniale, toujours dans le but de maintenir une relation de pouvoir avec le colonisé. Faire société sur RCN. L'émission qui bouscule les idées reçues et donne la parole à celles et ceux qui font bouger les lignes. De retour dans Faire société sur RCN, nous allons poursuivre cette émission dédiée à la santé mentale. De toute évidence, les problèmes de santé mentale ne datent pas d'hier, ni même du 19e siècle. Et pourtant, c'est en 1848 qu'en France, Baudelaire met les premiers mots sur cet état qu'on peut aujourd'hui appeler de dépressif. Dans ses écrits, il est mention de mélancolie, d'angoisse, de culpabilité, d'impuissance, d'ennui et surtout de spleen. À travers son art, la dépression est perçue comme un sentiment retranscrit dans la littérature française, mais il n'est pas étudié d'un point de vue médical. Avant ça, Alfred de Musset parlait du mal du siècle, terme qui peut faire écho à la situation actuelle et au nombre de suicides en hausse en France. En 2023, il s'agit de la première cause de mortalité chez les 25-34 ans et la deuxième cause de décès chez les 15-24 ans d'après le Système national des données de santé. Bref, si je parle de ça, c'est parce qu'à ce moment-là de l'histoire, en France, cet état est causé en grande partie par la guerre et par le mépris bourgeois pour les révoltes ouvrières. La guerre a permis d'enrichir l'empire de Louis-Napoléon Bonaparte et surtout de fragiliser le mode de vie déjà très précaire d'une grande partie de la population. Par la suite, au XXe siècle, les Premières et Secondes Guerres mondiales continuent d'impacter la société française, causant de nombreux troubles psychologiques liés au traumatisme que représente la guerre. Aujourd'hui, en France, nous ne sommes plus confrontés à ce type de violence. Mais pourtant, le système dans lequel nous vivons s'est construit et enrichi sur la colonisation et la guerre à travers les siècles. Le capitalisme contemporain a instauré un rythme de vie duquel il est difficile de sortir. Métro, boulot, dodo, ça vous dit quelque chose ? Eh bien, positionner le travail au centre de nos vies, la productivité et le rendement, ça n'est pas épanouissant pour un grand nombre de la population. Et cela touche d'ailleurs majoritairement les femmes. En 2025, d'après le groupe hospitalier Paris Psychiatrie et Neurosciences, 45% des femmes déclarent avoir souffert de stress chronique à cause du travail, contre 26% des hommes. Le burn-out est un terme récent, pourtant nous y sommes sujets depuis toujours. Notre société est profondément individualiste et nous pousse à la comparaison, à la mise en compétition avec les autres parce qu'elle valorise un modèle de réussite assez précis. Si les termes travail, famille, patrie devraient nous rappeler les heures les plus sombres de l'histoire sous la gouvernance du maréchal Pétain, cette formule a été reprise cette année à l'occasion des municipales en 2026 par Martine Vassal, candidate Les Républicains à la mairie de Marseille. Pour être un membre réussi de cette société, il faut réussir dans sa carrière professionnelle, fonder une famille selon des critères hétéronormés et enfin représenter sa patrie et en être fier. Et ce, dans une société profondément validiste, raciste, sexiste, LGBT-phobe, grossophobe et j'en passe. Toutes ces pressions sociales et sociétales peuvent mener à de graves dépressions, à des troubles de l'anxiété ou encore à des troubles du comportement alimentaire, entre autres. Vous commencez peut-être à comprendre pourquoi le suicide est en hausse chez les jeunes Français depuis plusieurs années. Ce mal-être mental chez certaines personnes peut finir entre les mains des opportunistes. La hausse du masculinisme n'y est pas pour rien. Des influenceurs profondément misogynes s'enrichissent sur le mal-être des hommes qui préfèrent penser que leur souffrance est causée par les femmes plutôt que par la société. La santé mentale est un sujet qui est encore une fois traité de manière individualiste. C'est aux souffrants de se prendre en charge, de payer des thérapeutes et de guérir afin de s'adapter au mieux à ce qu'on attend d'eux, à savoir être des membres actifs et productifs du système. Il est de la responsabilité individuelle de se prendre en charge alors que la société nous rend profondément malades. Récemment, c'est une entreprise américaine de thérapie à distance qui a pris place sur les réseaux sociaux. Si le nom de BetterHelp ne vous dit rien, il est pourtant au cœur des partenariats de nombreux influenceurs ces derniers temps. On capitalise sur la santé mentale, ça ouvre la porte à des dérives on ne peut plus dangereuses. Faire société sur RCN. De retour sur RCN dans votre émission Faire société pour ce 4e épisode en compagnie de Léonie Braun,
Je vais commencer par une petite présentation. Léonie est actuellement diplômée d'un master des pratiques de recherche et d'intervention sociologique à l'Université de Lorraine. Tu es spécialisée sur les questions de la santé mentale d'un point de vue sociologique, donc sur les pratiques professionnelles, les dynamiques institutionnelles et le travail quotidien du malade, entre autres. Ton premier mémoire portait sur les femmes ayant été diagnostiquées comme étant bipolaires et ton second sur les pratiques professionnelles d'un service de psychiatrie transculturelle, c'est-à-dire d'un service qui répond à la demande des professionnels qui accompagnent des patients et familles en souffrance psychique suite à leur parcours migratoire et culturel. Bon, déjà, merci à toi Léonie d'être avec nous aujourd'hui dans cet épisode dédié à la santé mentale. Et ma première question, c'est est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de comment tu as commencé à t'intéresser à la sociologie? Est-ce que la santé mentale, ça a tout de suite été un sujet central pour toi ou c'est venu par la suite? D'abord, merci à vous deux pour l'invitation et bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai eu un parcours assez classique, c'est-à-dire que j'ai fait ES en terminale et j'avais pris SES. Et donc, j'avais de la sociologie et de l'économie. Et pour la santé mentale, je pense que c'est ma trajectoire aussi personnelle et celle de certains proches qui ont vécu des contacts avec la psychiatrie et qui en sont sortis, pour certains, un peu brutalisés et qui ont ressenti en tout cas une violence institutionnelle. Pour rentrer dans le vif du sujet, on sait que le sujet de la santé mentale se démocratise de plus en plus. Mais le fait est qu'on en garde une vision assez culpabilisante qui mène assez souvent à des solutions individualistes. Peux-tu nous expliquer comment ces solutions dépolitisent des souffrances qui sont bien souvent systémiques? Alors, il est vrai que la santé mentale se démocratise et en fait, c'est à la fois une réelle avancée parce qu'elle peut permettre une déstigmatisation. Néanmoins, je pense qu'il faut s'intéresser à ce qu'on entend précisément par santé mentale, ce qu'elle englobe et ce qu'elle exclut. Déjà, pour montrer à quel point la santé mentale, c'est une préoccupation majeure, car elle s'imbrique dans plusieurs échelles, à la fois politiques, économiques et sociales. On peut noter que le gouvernement, en 2025, a fait de la santé mentale la grande cause nationale. Néanmoins, le plan qui a été mis en œuvre a été critiqué pour ne pas avoir réellement permis de résoudre une crise de la psychiatrie en n'offrant pas de moyens supplémentaires, tout en mettant en place certains dispositifs comme Mon Psy, qui ont été largement critiqués et boycottés par les professionnels de santé, entre autres parce que ce dispositif il ne répondait pas en réalité aux besoins des personnes précaires, notamment pour la longueur du suivi qui est assez court et assez imposée. Enfin, en tout cas, elle ne permet pas un suivi à long terme. Et donc, si je pense que la psychiatrie, dans cette sorte de nouveau paradigme qu'est la santé mentale, elle détient moins de monopole qu'avant, parce qu'il y a aussi la pratique d'autres professionnels qui étaient déjà présents avant ça, mais là, ils ont une place plus importante à jouer, je suppose, comme les psychologues, les infirmiers, les infirmières psy, les neuropsychologues. Elle n'est pas aussi exclusivement réservée à ces professionnels. Elle se voit abordée par tout à chacun, comme des coachs de vie, des influenceurs, etc. Je pense qu'on en entend de plus en plus parler sur Instagram, notamment. Voilà. Ça permet à la fois de la démocratiser, tout en pouvant parfois mener à des dérives. Tu en as parlé, Nora, entre autres, avec BetterHelp. Et un point assez central à souligner, c'est que dans tous les cas, la manière d'aborder la santé mentale, qu'elle repose sur une approche biomédicale, donc c'est-à-dire le fait que les sociétés occidentales ont organisé la santé en la définissant de telle sorte qu'elle soit purement biologique, en effaçant totalement toute sa dimension sociale, ou que l'approche soit psychologisante. Dans tous les cas, elle se voit, cette santé mentale, réduite à une approche plutôt individualiste. Donc, je pense qu'il est important aussi, c'est de revenir sur comment définit la santé mentale par l'OMS, entre autres. Donc, ça montre que la santé mentale, elle n'englobe
plus que le penchant négatif qui a été illustré par les troubles, les maladies, mais il y a aussi sa dimension positive, donc qui permet encore une fois à tout le monde de s'identifier à ces questions sans que ça soit forcément porteur de stigma, comme peut l'être la maladie ou le trouble. Et donc, la santé mentale, aujourd'hui, elle va plus être perçue comme un potentiel individuel à maximiser dans un objectif de productivité, comme le montre l'OMS, entre autres, qui va définir la bonne santé mentale comme un état de bien-être dans lequel la personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie et accomplir un travail productif et fructueux. Donc, c'est pour ça que la santé mentale, actuellement, elle s'inscrit dans une démarche de santé publique qui n'est évidemment pas imperméable à des enjeux politiques et économiques. Donc voilà, on voit qu'elle n'est pas neutre économiquement et qu'elle relève en réalité d'enjeux de productivité et d'autonomie qui sont propres à ce qu'appelle, par exemple, un sociologue et historien Ehrenberg, le second individualisme. Je reviendrai dessus, mais en tout cas, c'est pour cette raison que des approches comme les thérapies cognitivo-comportementalistes se développent et s'institutionnalisent assez rapidement, car elles semblent répondre en tout point à ces nouvelles injonctions individualistes. Voilà. Mais aussi, avant de revenir un peu plus en détail là-dessus, je pense qu'il était important de préciser que la psychiatrie, c'est pas une discipline homogène. Et si elle a détenu pendant longtemps le monopole pour définir la frontière entre le normal et l'anormal, comme la médecine en général, ainsi que sa prise en charge, si on se concentre sur les professionnels, la psychiatrie publique, elle est quand même traversée par une crise qui laisse de plus en plus place à une privatisation dans la prise en charge des individus qui recherchent de l'aide pour leur santé mentale. Et je ne vais pas entrer dans les détails, mais je pense qu'il est important de souligner que la santé mentale, comme entendu par l'OMS, n'est encore une fois pas neutre économiquement et laisse la place à une privatisation de plus en plus importante de ces questions, qui revient souvent à capitaliser sur la souffrance. Et je vous renvoie entre autres au hors-série d'octobre 2025 du Monde diplomatique sur la santé mentale, qui aborde ce sujet avec précision. Donc, pour revenir sur la question de l'individualisme, la santé mentale, elle s'inscrit dans une logique d'autonomie avec un idéal de productivité. Donc, tout le monde est responsable de sa propre santé mentale, en fin de compte. Il y a une sorte de glissement qui va s'opérer de pourquoi souffre-t-on à comment mieux gérer par soi-même cette souffrance. Ainsi, je pense qu'on peut dire que toute souffrance qui défierait ces normes serait traitée comme un déficit individuel à corriger, soit par la médication, les thérapies cognitivo-comportementalistes ou le coaching, entre autres, plutôt que comme le symptôme d'une organisation sociale qui serait problématique. Et donc, ça mène largement à une dépolitisation et à une occultation de souffrances qui peuvent être systémiques. Je pense, par exemple, que ça fait encore écho actuellement aux nouvelles méthodes de management. Si on parle des nombreux suicides qui ont eu lieu à France Télécom de 2006 à 2011, on se doute qu'un rapport individualisant à la souffrance peut avoir ses limites, étant donné le harcèlement moral que subissaient de nombreux employés suite à l'introduction d'une nouvelle méthode de management violente qui poussait à dégrader les conditions de travail pour les inviter à partir au départ volontaire, tout en réduisant les indemnités à payer. Donc ainsi, je pense qu'on peut dire que l'organisation du travail peut être source de souffrance, et cette souffrance
ne se doit pas d'être réduite à un dysfonctionnement individuel. Il y a aussi le sociologue Soulet qui va dire que l'injonction à l'autonomie, elle peut être aussi source de souffrance, car on n'est pas tous et toutes égaux face à cette possibilité d'être autonome. Par exemple, je pense à certaines populations qui ont un accès aux soins difficiles, aussi à des personnes handicapées, etc. Et donc, lui, il parle de la difficulté à être sujet dans une société qui demande précisément à chacun de l'être par lui-même. Donc, je pense que le concept de santé mentale, il est à double tranchant dans sa manière de s'instituer, parce qu'elle permet elle peut permettre un empowerment, mais elle fait aussi reposer à l'individu à lui seul la responsabilité de sa guérison, ce qui peut mener à l'occultation, entre autres, d'inégalités qui structurent l'accès à cette autonomie. Donc, il y a un sociologue et anthropologue, Didier Fassin, qui parle d'ailleurs d'économie morale de la souffrance. Certaines souffrances, notamment celles des populations racisées, précaires ou victimes de violences institutionnelles, elles vont être systématiquement réinterprétées comme des troubles psychiques individuels plutôt que comme les effets d'une violence qui serait structurelle et reconnaissable comme telle. Et en parlant d'individus, est-ce que, selon toi, il est essentiel de remettre du collectif dans le soin et de faire des relations comme l'amitié des remèdes pertinents face à la psychiatrie? Et est-ce que l'empathie comme outil de soin dans un contexte de société capitaliste et individualiste peut fonctionner et suffire? Alors, je pense qu'effectivement, remettre du collectif dans le soin est essentiel. Ça me fait penser notamment aux groupes en non-mixité choisie qui permettent de faire circuler un savoir basé sur l'expérience des personnes concernées elles-mêmes par ces questions. Parce qu'au fond, vivre avec une maladie psychique, c'est un travail quotidien. Donc, comme le dit un sociologue aussi, Anselm Strauss. Et ce travail, il touche à toutes les sphères de la vie. Donc, les relations, le travail, le rapport au corps, à la famille, à l'administration, entre autres. Et voilà. Et ces groupes, justement, ils permettent de partager ces expériences sans passer forcément par des rapports hiérarchiques avec des professionnels du soin dont la parole est souvent perçue comme plus légitime. Parce que, comme je l'ai vu dans mes mémoires, pour beaucoup de personnes psychiatrisées, il peut y avoir une forme de violence symbolique dans ces rapports médicaux qui sont liés au pouvoir du diagnostic ou au statut social des soignants. Donc, ces espaces collectifs peuvent devenir aussi des espaces de résistance où la parole des personnes concernées peut exister sans être immédiatement corrigée, pathologisée ou disqualifiée. Pour revenir sur l'amitié, je pense que c'est un rôle important à jouer aussi là-dedans parce que elle permet déjà des relations qui ne vont pas réduire l'individu seulement à son identité de malade. On peut être vu autrement qu'à travers un diagnostic. Et puis, ça peut faire émerger des formes de solidarité très fortes, surtout quand la maladie tend justement à isoler les individus. C'est d'ailleurs ce type d'espace collectif qui a permis l'émergence de mouvements comme la Mad Pride, où des personnes concernées par la psychiatrie vont se réapproprier l'identité de fou publiquement pour en faire une identité politique plutôt qu'une honte individuelle. Donc l'idée, c'est aussi de rendre visibles les personnes psychiatrisées comme des sujets capables de parler pour elles-mêmes. Il y a aussi les Mad Studies, donc c'est un apport, je pense, important des mouvements de passion et d'expansion.
qui ont partagé leur pouvoir expérientiel. Et ces études, elles prennent au sérieux la parole des personnes psychiatrisées. Elles vont analyser la folie aussi comme une question sociale et politique. Mais bon, je pense que malgré tout ça, il faut faire face tout de même à des limites structurelles. Hein, parce que comme le dit Judy Chamberlain, qui est justement une autrice importante des Mad Studies, elle a développé une critique radicale de la psychiatrie comme une institution de contrôle social, donc dans la lignée entre autres de Goffman, qui parle d'institution totale, parce qu'elle touche à elle touche à contrôler toutes les sphères de la vie des individus. Elle montre notamment comment la psychiatrie, elle peut fonctionner à travers ce qu'on appelle le sadisme. Et le sadisme, c'est une forme d'oppression qui serait spécifique envers les personnes considérées comme folles ou irrationnelles. L'idée, c'est aussi que certains comportements ou certaines souffrances, elles vont être immédiatement médicalisées sans qu'on interroge réellement les structures sociales qui la reproduisent, qui la produisent. Et pour des personnes psychiatrisées comme Claire Touzard, qui est une journaliste qui a écrit l'essai Folie et résistance, je pense que j'en parlerai un peu après, la santé mentale, elle peut parfois être utilisée comme un outil de normalisation sociale. Elle explique que celles et ceux qui résistent à certaines normes peuvent être disqualifiés en étant considérés simplement comme fous, un peu comme ça a pu être le cas historiquement pour certaines féministes et même juste femmes ou militants des droits civiques. Et là, je pense qu'il y a une importance aussi de voir ces questions dans une dimension intersectionnelle, parce que la manière dont on est psychiatrisé, elle va aussi dépendre de la race au sens sociologique du terme, de la classe sociale, du genre, de l'âge, de, par exemple, la transphobie aussi. Parce que plus on accumule d'oppression, plus la santé mentale peut se dégrader. Et inversement, quand on est dans un état de souffrance psychique intense, c'est assez difficile de se mobiliser politiquement, de défendre ses droits ou simplement de trouver sa place dans la société. Donc la souffrance psychique, elle ne va jamais être complètement séparée des rapports de pouvoir. Voilà, donc je pense que c'est important la solidarité, mais ça peut aussi avoir ses limites. Enfin, en tout cas, se heurter à des limites structurelles. Et puis, tu as parlé d'empathie. Oui. Oui, ok. Et donc, je pense que c'est intéressant comme question parce que l'empathie, comme le dit Sama Karaki, qui est... Alors, je suis pas sûre de ce que je dis, mais... Enfin, je crois que c'est une neuropsychologue, mais en tout cas, voilà, elle est dans ce champ. L'empathie, c'est quelque chose de politique. On empathiserait plus facilement avec des gens qui nous ressemblent. Et je pense que le fait que le système biomédical, il maintient une frontière assez forte entre la folie et la rationalité, ça peut empêcher une véritable identification collective aux personnes psychiatrisées. Donc l'empathie à elle seule, je pense qu'elle ne suffit pas. Il faut aussi une transformation des structures et une déstigmatisation collective. Même si le passage du mot psychiatrie à celui de santé mentale a peut-être permis une ouverture, la stigmatisation n'a pas pour autant totalement disparu. Hein. Aujourd'hui, on entend souvent des phrases comme « tout le monde est bipolaire » qui banalisent la souffrance. Et c'est pour ça que ça peut pas rester une affaire purement individuelle. Il y a des mouvements comme les Black Panthers qui avaient déjà compris ça en intégrant directement des pratiques de soins et d'entraide dans leur militantisme pour lutter contre les discriminations qu'ils subissaient dans le soin.
Et puis, je pense aussi à la poétesse Aude Lorde qui disait que prendre soin de soi, c'était aussi un acte de guerre politique et pas seulement de l'indulgence personnelle. Bah, merci, je me permets juste de... C'est Audre Lorde, comme ça, un peu buggé, voilà, je leur disais. Oui, Ouais, merci. y a pas de souci. Alors, autre sujet qui n'a... Voilà. Vers la fin des années 70, on sait que des problèmes sociaux comme la toxicomanie ou la précarité finissent par être psychiatrisés. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce processus de psychiatrisation ? Alors, oui. Bah, déjà, je tiens à préciser que c'est vraiment pas les sujets... Enfin, si, c'est quand même lié au sujet auquel je m'intéresse. Mais néanmoins, bah, j'ai fait quelques recherches pour tenter de répondre, mais j'avais pas vraiment de base sur ça. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que avant les années 70, en fait, on est passé d'une vision qui voulait pousser à l'abstinence, puis avec la crise du sida, ça a été remis en question, ce concept d'abstinence à tout prix. Puis là, il y a une thèse de Berne qui parle justement des usagers de drogue et elle voit que dans les pratiques professionnelles, justement, cette volonté de l'abstinence à tout prix semble être encore énormément présent. Et donc, en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'avant les années 70, il y a une sorte de flottement institutionnel. Les usagers de drogue, ils sont largement marginalisés. Ils sont parfois envoyés dans des hôpitaux psychiatriques ou pour les familles les plus aisées dans des cliniques privées. Mais aussi en prison des fois. D'ailleurs, Michel Foucault, il va parler entre autres d'une volonté de mettre à l'écart par l'enfermement des personnes marginalisées comme les alcooliques. Et puis, dans les années 70, suite à l'overdose d'une jeune femme dans un casino, il va avoir une loi qui va introduire l'injonction thérapeutique. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est, en gros, si tu consommes de la drogue, tu peux échapper à la prison si tu acceptes le soin. Voilà, mais c'est... Donc, cette loi, elle va quand même être énormément critiquée parce que, entre autres, il n'y aura pas de dissociation entre une consommation régulière et une consommation ponctuelle, même si une consommation régulière n'est pas forcément synonyme d'addiction. Mais bref, voilà. Mais en tout cas, au lieu de voir la complexité des trajectoires de vie des individus, on va transformer un problème qui peut être social comme un problème médical avec le concept central de l'abstinence à tout prix. Et d'ailleurs, à cette époque, les médecins généralistes, ils vont refuser la prise en charge de ces personnes. Donc, il y aurait plusieurs raisons. Ils ne veulent pas être le bras droit de la justice ni des policiers, mais aussi, ils perçoivent le toxicomane comme un mauvais malade qui serait ingérable. Et ça sera donc la psychiatrie qui sera quand même renouvelée, qui sera à l'époque de la fin des asiles, qui se remet en question, en tout cas, qui tente, et qui va saisir leur prise en charge. Donc, ça va être de ce fait psychiatrisé, même s'il y a des psychiatres qui vont, comme Marc Sadon, qui vont justement critiquer cette psychiatrisation à outrance et le risque que ça peut avoir sur ces personnes. Et puis, ensuite, du coup, il va y avoir plusieurs représentations cliniques du toxicomane qui vont un peu être en lutte. Il va avoir l'idée qui sont déviants, immatures, puis d'autres plus psychosociales, que ça sera plus dû à une rupture familiale, des choses comme ça. Mais en tout cas, on oublie des questions comme la précarité,
aussi le fait que y a des difficultés d'accès aux soins pour certains individus, et puis il y a une peur aussi de la stigmatisation qui est importante, je pense. Et puis ils sont dans les mêmes structures que les enfants de milieux plus aisés, donc ça montre bien qu'on va pas prendre en compte leurs caractéristiques sociales qui pourraient pourtant expliquer peut-être leur trajectoire de vie et ce qui les a poussés à consommer plus ou moins. Après, je suis pas spécialiste de ça, mais c'est une hypothèse. Et puis, dans les années 80, il y a l'épidémie du sida. Alors, ça va ébranler, mais assez... Comment dire, l'idée d'abstinence, elle va être ébranlée, mais assez temporairement. Genre, on va plus adopter une logique de réduction des risques dans la consommation. Donc, on va plus accompagner les gens à consommer à moindre risque. Mais voilà, bon, après, comme je l'ai dit... Le concept d'abstinence et l'abstinence à tout prix, elle est toujours très actuelle dans les pratiques professionnelles de santé qui s'occupent de ces questions. Et puis pour faire court, dans les années 90, il y aura un changement du terme de toxicomanie à addiction. Bon, c'est pas neutre parce que ça va remplacer une approche qui était psychanalytique par une conception neurobiologique et cognitivo-comportementaliste de la dépendance. Mais en tout cas, ça mène au fait que le consommateur, il va devenir un cerveau malade plutôt qu'un sujet social, encore une fois. Donc c'est là que je pense que la sociologie peut en tout cas avoir sa place en s'intéressant aux trajectoires de vie qui peuvent être marquées par la précarité, des inégalités, du chômage. Elle pourrait permettre de déconstruire les stéréotypes aussi, qui est présenté comme toxicomane et comment, et selon quelles normes de genre, de classe, d'origine. Et elle donne enfin, je pense, ce qui me tient à cœur, la parole aux usagers eux-mêmes, en valorisant leur expérience comme une forme de savoir tout aussi légitime que celui des professionnels. Et elle rappelle que derrière chaque malade, entre guillemets, il y a un sujet social et que soigner sans comprendre les structures qui ont produit la souffrance, c'est un peu soigner à moitié en fin de compte. Merci pour ta réponse, quand bien même c'est pas ton domaine de base. Mais d'ailleurs, il existe des inégalités de traitement médiatique aussi entre les personnes blanches et les personnes qui sont donc héritières d'une immigration non blanche. Les accusés blancs ou perçus comme blancs bénéficient plus souvent de circonstances atténuantes, comme la prise en compte de troubles de santé mentale, justement, tandis que les personnes racisées vont être davantage ensauvagées, stigmatisées, jugées plus sévèrement. Et comment on pourrait expliquer ces biais systémiques, justement ? Ça non plus, c'est pas trop mon domaine. Néanmoins, je vais aussi essayer de répondre au maximum. Et puis, c'est vrai que, justement, en me renseignant, j'ai lu un article encore d'un sociologue, décidément, ça me colle à la peau, mais d'Éric Fassin. Et lui, il soutient l'idée que il y a vraiment un traitement médiatique différentiel. Et en fait, ça relève, c'est pas inné, c'est construit vraiment, c'est une construction à la fois sociale, médiatique et aussi politique, qui peut se traduire par le lien fait entre immigration et délinquance, qui paraît relever presque d'une évidence dans le débat public. Je pense qu'on le voit notamment avec des chaînes comme CNews. Hein. Et ce lien, il a été plutôt co-construit progressivement par les médias, les politiques, et puis même la sociologie, parce qu'il va parler d'un ouvrage qui a fait débat en sociologie. Et alors là, j'ai un gros trou, mais qui tentait d'expliquer... En fait, cet ouvrage, il a été repris médiatiquement
sans qu'il soit validé scientifiquement par les collègues sociologues et qui... c'est bête parce que je me rappelle plus du nom de l'auteur, mais... Et qui mettait presque comme une évidence le lien entre immigration et délinquance. Alors que, il a été énormément critiqué par ses camarades, les sociologues qui ont totalement déconstruit sa méthode. Et puis surtout, on va en parler, mais le culturalisme, le biais culturaliste qui pourtant, en anthropologie surtout, a été bien déconstruit depuis des années et fait encore débat, mais voilà. Et donc, bref, je me suis un peu perdue. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que dès les années 70, il va avoir comme événement clé les émeutes de Minguette, durant lesquelles les médias ils vont choisir un ton plus dramatique pour parler des quartiers. Et puis... ce tournant, il va s'expliquer à la fois par des logiques qui sont aussi bien économiques qu'idéologiques, le fait que les habitants de quartier ne soient pas perçus comme des potentiels lecteurs. Ça va faire d'eux donc une classe objet, mais une classe dont on parle sans que leur donner la parole en fait. Ils sont parlés et commentés par d'autres sans jamais contrôler le moindre discours à leur sujet. Et puis, dans les années 2010, il va y avoir un sorte de glissement des propos qui étaient propres à l'extrême droite, au sens commun de la droite, qui vont être largement relayés donc, par les médias, en partie dû au discours de Sarkozy, qui va annoncer une guerre à la délinquance en établissant clairement un lien entre immigration et délinquance. Donc, tous les étrangers, qu'ils soient naturalisés ou pas, vont être mis dans le même sac et dans un... voilà. Et la droite, qui à cette époque fortement relayée médiatiquement, elle va mettre en scène justement cette articulation entre immigration et délinquance, tout en l'intégrant ainsi au sens commun. Et puis voilà... Donc en fait, il y a une co-construction entre politique, journalisme et parfois même sociologique, comme j'ai tenté de l'expliquer un peu bancalement. Mais c'est plus parce qu'ils répondent à des attentes politiques et idéologiques du moment. Et bon, ça nous suit encore, ce lien entre délinquance et immigration. Et peu à peu, la responsabilité des problèmes sociaux, ils vont se voir déplacés, ne concernant plus les institutions, alors qu'on sait très bien qu'il y a quand même un lien entre précarité et délinquance. Je veux dire que personne ne choisit d'être délinquant pour le fun, je pense pas. Mais en fait, ça va être réduit à des facteurs qui seraient culturels et ethniques. Et donc, ça s'appelle le culturalisme. C'est vraiment réduire les comportements sociaux des gens juste en l'expliquant à travers leur culture d'origine. Et je pense que notamment, ça va se revoir dans la relecture des émeutes de 2005, qui avant étaient d'abord perçues comme une protestation contre la relégation sociale, qui est ensuite requalifiée comme violent, etc. Et donc, on va voir que ce culturalisme, il réduit grandement les comportements sociaux par rapport à des critères ethniques, etc., culturels, et que donc, ils sont aussi plus perçus comme dangereux que quelqu'un de blanc qui aurait plus tendance à être vu comme vulnérable et donc qui peut peut-être plus être psychiatrisé. Voilà. Merci pour cette réponse. Et pour finir cet entretien, as-tu des recommandations de livres, documentaires ou d'autres productions à nous conseiller pour en savoir un peu plus sur le sujet, pour ceux qui seraient intéressés ? Oui, alors, moi, il y a un livre que j'ai affectionné particulièrement et j'en ai parlé plus haut. C'est Claire Touzard, son essai Folie et résistance. Elle a été diagnostiquée d'un trouble bipolaire
en même temps, enfin au même moment où son engagement pour la Palestine allait croissant. Et donc, elle déconstruit un peu tout le processus de psychiatrisation. Bon, après, je crois que je vais pas trop en parler longtemps, mais voilà. Sinon, il y a aussi Adèle Lyon qui a sorti un super livre qui s'appelle Mon vrai nom est Elisabeth, qui a fait une enquête sur la psychiatrisation de sa grand-mère, donc qui s'est faite pendant les asiles et après à la désinstitutionnalisation. Et c'est hyper important, on voit toute la misogynie du processus de psychiatrisation, le comportement de son mari qui voulait juste s'en débarrasser parce que c'était pas une bonne femme au foyer, quoi. Et aussi Street Press, ils ont sorti un documentaire sur la santé mentale, si je me trompe pas. Et je sais plus si c'est Street Press. Bon, bref, mais en tout cas, c'est intéressant. Je l'avais vu quand il est sorti. Mais voilà. Il me semble que c'était Street Press, dans mes souvenirs. Ok. Parfait. À checker du coup. À checker. Bon, eh bien, cet épisode touche à sa fin. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci encore Léonie Braun pour ton temps et n'hésitez pas à aller consulter les ressources citées pendant l'émission. Sur ce, nous allons nous quitter. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Faire Société sur RCN ou sur notre chaîne YouTube Faire Société.